On est en train de tourner une petite vidéo de retour des expériences de l'enseignement réhabilité, biflexible et évolutive avec certains des anciens étudiants qu'on a eu l'année dernière. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir rééchanger avec eux. Et on avait évidemment échangé à la fin du semestre, mais là, avec 6 mois de décalage, ça nous permet aussi d'avoir tout un retour et une perspective sur cette expérience qu'on a vécue ensemble l'année dernière. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre retour, de vos expériences, de ce qui vous a intéressé ou plu dans cet enseignement et les raisons pour lesquelles vous conseillerez cet enseignement à vos collègues qui ont une année de moins? Du coup, nous, c'est le micro, ouais. Du coup, nous, avec Héloïse, on avait travaillé sur le site de Miolis. Donc, je pense que ce qui nous avait plu, c'était le côté réhabilitation, mais surtout à une échelle un peu plus importante que ce qu'on avait traité jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'était 3 bandes de logement, donc il y avait quelque chose à faire de plus, vraiment dans l'îlot et aussi dans la distribution qui était un petit peu plus à grande échelle que ce qu'on avait fait, et surtout le côté réhabilitation. Oui. Il y avait le côté... Enfin, moi, j'étais assez intriguée par la réversibilité et ce que ça voulait vraiment dire. En plus, c'était concomitant du Covid. Enfin, c'est encore nos réalités aujourd'hui. Et c'est vrai que l'aller-retour entre bureau, logement était super intéressant à questionner. C'est vrai que nous, on était dans la thématique de transformer des bureaux en logement et autres activités. Et c'est vrai que dans ce sens-là, on trouvait ça extrêmement pertinent. Et après, on s'est posé la question de toutes ces tours de bureaux qui ont été livrés récemment et qui, avec le Covid, représentent une surface énorme et qui ne peut pas vraiment être utilisée pour ce pourquoi elle a été prévue. C'était très intéressant de questionner ça. Et aussi, je pense que le côté ville productive, donc nous a permis, même si nous, on a choisi, par exemple, contrairement à Sarah et Johanna, qui étaient vraiment dans quelque chose de productif, nous, on avait mis des ateliers de menuiserie notamment et des ateliers qui vivaient à côté de logements et aussi avec un marché à côté. Donc, en fait, peu importe le programme que c'était, ce qui était, je trouve, intéressant, c'était... ce qu'on a aimé faire, en tout cas, c'était de vraiment trouver différentes manières de rentrer dans le bâtiment pour chacun des usages et de vraiment trouver une manière de faire en sorte que 3 usages très différents puissent vivre et s'approvisionner en le marché qui avait besoin de beaucoup. Il y avait beaucoup de choses dont nécessitaient les logements, le marché et les ateliers. Et c'était ça le plus gros du travail, c'était de faire en sorte qu'ils cohabitent ensemble. Et du coup, peu importe ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qu'on a choisi comme programme, c'était la manière de faire cohabiter tout ça ensemble qui était intéressant. Et dans les typologies aussi, c'était des questionnements assez intéressants en tout cas. Oui, c'est vrai, je trouve que c'est intéressant ce que vous pointez sur cette question de faire cohabiter et des contraintes, parce que des fois, on imagine que faire flexible, c'est juste faire un plateau tout simple, tout plat, on réfléchit à rien et puis les choses viennent prendre place. Et en fait, pour que les choses prennent place, il faut mettre en place des dispositifs, il faut travailler l'architecture et le travail sur la qualité des espaces, les circulations, que chacun se retrouve chez soi, mais qu'il y ait des éléments communs, sont vraiment des éléments importants à mettre en place pour gagner cette flexibilité-là, quoi. Donc, je trouve ça intéressant. Merci. Qui d'autre prend la parole? Moi, du coup, je veux bien enchaîner. Ou Sarah, je ne sais pas. Oui, vas-y. Ce qui avait été dit, parce que c'est vrai que travailler flexible, pour le coup, moi, c'était quelque chose que je savais pas, que j'avais jamais traité avant. C'était vraiment nouveau pour moi, sachant que je viens des ateliers qui sont essentiellement alto. Donc, on ne travaillait jamais tout ce qui était flexibilité, même au niveau de la réhabilitation. En fait, le truc était aussi assez intéressant et aussi un peu complexe, c'était de savoir comment lier flexibilité avec l'existant. Donc justement, comme vous le disiez, c'est pas juste travailler quelque chose flexible sur un plateau, c'est vraiment voir comment lier ça avec tout ce qui existait. Et pour le coup, le parti pris que j'avais eu, c'était justement de garder tout l'existant, d'essayer de conserver un maximum l'existant, notamment les façades, et d'y apporter un programme plus flexible avec des logements, des bureaux. Donc ça, c'est un espace de coworking. Et j'avais fait aussi un rez-de-chaussée qui soit entièrement poreux, ouvert sur la ville, dans lequel j'avais intégré des espaces de recyclerie,
voilà, toujours dans cette idée d'apporter quelque chose de flexible dans le bâtiment. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant pendant ce semestre, c'était tout le côté, comme disait tout à l'heure Sarah, un peu théorique, tous les apports aussi qu'on avait. Par exemple, le matin, on faisait un peu des réunions. Il y avait une partie où on avait des échanges entre nous, un peu des débats sur des sujets. Et ça, j'ai trouvé que ça apportait pas mal à ce semestre, qui au final est aussi un semestre de recherche, d'expérimentation autour du sujet justement de flexibilité et réversibilité. Voilà. Non, c'est vrai que ce que vous dites, il faut tenir en compte aussi que Floriane a travaillé sur un autre site que Guillemette et Héloïse. En fait, on avait proposé l'année dernière déjà 2 sites différents avec des typologies différentes. Un qui était plutôt des barres de bureau, donc vraiment un espace très linéaire, et un autre qui était un ancien transformateur EDF, donc un espace beaucoup plus vertical, avec beaucoup de profondeur. C'était assez difficile d'amener la lumière en cœur de ce grand mastodonte, mais qui avait aussi beaucoup plus de possibilités de dilatation verticale, etc. C'est sur quoi Floriane et Aurel avaient travaillé, chacun dans des projets dissociés. Donc, je pense que c'était aussi intéressant que vous puissiez chacun choisir un site en fonction d'affinité de ce que vous aviez envie de travailler, mais aussi de écouter les critiques des autres pour vraiment vous faire une idée de ce qu'on peut faire dans des morphologies spatiales extrêmement différentes. Et j'aimerais aussi, peut-être, s'il y en a d'autres qui veulent parler de cette côté théorique que Floriane a abordé, c'est vraiment quelque chose d'important, tel que j'ai mis en place l'enseignement l'année dernière. C'était vraiment une co-construction de savoir, c'est-à-dire que chacun des étudiants va lire des articles ou des morceaux de livres, écouter des conférences, visiter des expos. On se fait la liste en début d'année et on se répartit de manière à que chaque semaine, il y a quelqu'un qui nous raconte quelque chose, mais ce n'est pas juste une explicative scolaire, c'est vraiment un débat. Donc, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous et entre vous, quoi, comment vous avez vécu ce moment. C'est justement cet apport théorique avec plein de thématiques différentes abordées. Et enfin, déjà, il y avait la complémentarité entre des études de cas, des études architecturales et des ouvrages, des comptes rendus de conférences, des livres. Et dans notre cas à nous, avec Johanna, par exemple, l'étude du compte rendu de Europan, la ville productive, ça nous a permis d'avoir un tout autre regard sur une problématique qu'on avait déjà commencé à traiter, mais sur laquelle on n'avait pas encore l'apport théorique. Et donc, comme ça intervenu environ au milieu du semestre, ça nous a permis de remettre pas mal les choses en perspective. Et ça, quand on regarde l'application concrète sur le projet, ça nous a permis un peu de nous rendre compte que ramener du programme productif en ville, ça implique d'autres questions essentielles comme comment est-ce qu'on vit autour de programmes productifs, quelles contraintes sont générées et quelles réponses architecturales on peut y amener. Et du coup, il y avait cet équilibre entre théorie et pratique qui nous a pas mal fait mettre les choses en perspective et qui nous a permis de réfléchir plus loin aussi. Oui, c'est ce qui manque parfois au cours de projets, c'est qu'on applique des choses, on réalise simplement un projet et là, c'était vraiment complémentaire d'avoir cet apport théorique et les débats en lien surtout entre nous à chaque début de séance, c'était super intéressant. C'est vrai que ça nous a beaucoup enrichi. Donc moi, je travaillais un peu donc sur le même site que Floriane et sur l'apport théorique, on avait travaillé sur... j'avais travaillé sur justement l'évolution un peu des logements, comment est-ce qu'ils avaient évolué et leurs normes sur on va dire, les 15-20 dernières années. Et c'est vrai qu'en fait, ça amène toute une logique de finalement vraiment se poser la question déjà comment on conçoit des logements. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment proposer comme vision un peu d'avenir par rapport aux habitations et est-ce que vraiment ça reste que des habitations? Est-ce qu'on apporte autre chose à ces habitations-là? Comment est-ce que ça va venir comment est-ce que les différents éléments vont venir interagir entre eux? Et pour mon cas, notamment, il y a eu toute une notion aussi de patrimoine, c'est-à-dire comment on fait pour aborder
un site patrimonial ou en tout cas qui a vraiment une identité très forte et comment on amène cette identité peut-être à se transmettre et à se poursuivre par le projet qu'on va apporter. Et pour moi, ça a été quand même un semestre qui m'a beaucoup aussi influencé sur le mémoire que je suis en train d'écrire, qui traite de l'évolution de l'identité des bâtiments du fait des rénovations énergétiques, où finalement, il y a toute une notion d'urgence climatique de ces choses-là. Et la réhabilitation, entre autres, c'est l'une des réponses les plus évidentes à tous ces enjeux. Et au vu de ce que je suis en train d'écrire et des documents que j'ai eu à traiter, c'est vraiment en fait un enjeu majeur de demain, quoi. Savoir faire de la réhabilitation, savoir s'inscrire dans un site, dans un bâtiment, connaître ses qualités, ses défauts, comment faire pour l'améliorer, c'est vraiment un point central, quoi. Oui, merci Aurèle. C'est vrai que cette question de travailler avec l'existant est peut-être quelque chose aussi que vous aviez pour certains pas abordé avant. Et c'est vrai que dans cet enseignement, on a vocation à se poser cette question-là. Alors peut-être pas d'un point de vue très patrimonialiste, c'est-à-dire que ce n'est pas le point fort de cet enseignement si on est vraiment dans une idée de réfléchir à des théories de conservation, à des théories de quelle place prend cet existant-là. Il y a d'autres domaines d'études qui en font leur spécialité. Ici, on était vraiment dans une logique plus expérimentale, prospective de ce que c'est la ville de demain. Et donc, in abstracto, comment le tissu banal peut être transformé. Donc, effectivement, il y avait deux sites, un plus banal peut-être dans son écriture architecturale, qui était celui de Miolis, celui sur lequel vous avez travaillé avec quand même une identité beaucoup plus forte par des façades extrêmement dessinées, etc. Et donc, cette question de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est à respecter, comment on peut respecter et comment on peut transformer et apporter de nouvelles choses sans rester dans un mimétisme et juste un nettoyage quelque part dans lequel on va prendre soin de ce qui existe. C'est comment transcender ces éléments-là est vraiment important dans cet enseignement et dans le travail qu'on a mené ensemble. Pour moi, la question de l'existence se mène à partir d'une compréhension fine de ce que c'est, de ses points forts, de ses points faibles et des leviers qu'on peut mettre en place. Je pense que cette ligne entre l'utopie, quelque part, hein, se placer dans la prospective et la réalité d'un objet, d'une situation réelle et aussi de programmes qui sont prospectifs mais quand même réalisables, on est vraiment dans cette ligne tenue dans cet enseignement et pour moi, c'était très important qu'on arrive à être très ambitieux dans la prospective pour que ce soit vraiment des projets d'avenir, mais qu'on ne puisse pas nous reprocher d'être complètement perché, complètement déconnecté de la réalité. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette dualité dans l'enseignement. Pour mon cas, c'est sûr que c'était assez, je trouve vraiment nécessaire de passer de vraiment l'étape, le stade urbain et de l'analyse et en fait développer tout un programme à apporter à ce bâtiment-là jusque dans le détail constructif qui permet vraiment non seulement pour nous de nous familiariser avec ce type d'échelle et de travail, mais en plus ça apporte vraiment un poids à nos projets, c'est-à-dire que la réversibilité et ce n'est pas juste une utopie, c'est réalisable. Et c'est vraiment important aussi de se mettre, d'arriver à des détails constructifs pour voir que en fait, le système qu'on a réfléchi en amont et qui partait de concept, bah, finalement, c'est constructible en tout cas. Oui, ce rapport entre le rapport à l'existant. Avec Sarah, on était sur le site moins intéressant architectural, un peu plus banal. Et on a eu l'occasion de pousser notre concept jusqu'au bout avec la volonté de mettre une usine dans ce quartier-là. Donc, dans le 15e arrondissement, on n'aurait jamais pensé à ça. Et donc, le travail de l'année, ça a été de justement combiner un site très urbain, un environnement très urbain et un programme productif. Et donc, ça a été l'enjeu de trouver le juste milieu entre ce qu'on peut faire et cette utopie de ville productive
cette prospective de la ville de demain. Et donc, c'était ça qui était intéressant. On a certainement fait des choses qui ne pourraient pas se faire, mais toujours dans le respect de... Enfin, c'était pas complètement n'importe quoi non plus. Voilà, c'était vraiment le plus du projet, c'était concret, on faisait du réel, mais on a pu pousser au maximum notre concept. Non, mais vous avez poussé une des vraies thématiques de cet enseignement, c'est que si on croit vraiment à cette logique de ville productive, si on croit vraiment que les déplacements tous les matins de 30 km ou de 10 km pour aller se reporter sur un activité productive qui se trouve loin des habitations, il va bien falloir qu'on arrive à conjuguer habitat et production. Donc là, c'était particulier parce que c'était quand même le 15e arrondissement. Cette année, on va avoir des sites un peu différents parce qu'on sera à Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un lieu où il y a déjà un passé industriel, donc de production très fort, qui est en train de se reconvertir vers des quartiers de bureaux et de logements, mais beaucoup de bureaux. Et donc, toutes les questions de bureaux qui sont posées actuellement avec le télétravail, donc moins de surface de plateau, quel est le sens de tous ces éléments-là, comment on vit, comment on travaille dans ces quartiers et comment on fait pour que la production qui était là il y a 30 ans ne disparaisse pas complètement et qu'elle revienne. Donc, on est dans des quartiers peut-être moins denses aussi, mais je pense que votre travail était vraiment pertinent parce que c'était comment on peut pallier aux nuisances parce que les activités étaient mixées il y a 200 ans. C'est juste que depuis, on s'est habitué à ne pas avoir les nuisances de la production qui peuvent être sonores, olfactives ou autres. Donc, comment on peut travailler ça du point de vue de l'architecte, ce qui est aussi notre rôle en fait. Et je pense aussi que vous avez dit le bâtiment était, je ne sais pas quel mot vous avez utilisé, mais en fait, il y avait moins de caractère patrimonial affirmé. C'était un bâtiment vraiment beaucoup plus banal. Et je pense que vous avez beaucoup travaillé sur cette dimension matérielle de mise en place de nouveaux revêtements aussi pour bien isoler à la fois thermiquement mais aussi acoustiquement, mais tout en travaillant une question de sublimer la banalité. Je pense que c'était vraiment un des thèmes de votre travail et je pense que c'est aussi une des questions architecturales en fait de ce 21e siècle. Hein. Comment on sublime la banalité? Est-ce que ça veut dire que les architectes, on doit être artistes et imaginer pour chaque projet un concept extrêmement cassant, extrêmement iconique, extrêmement unique, ou alors comment on peut travailler dans la banalité, produire des espaces qualitatifs, des lieux où nos concitoyens peuvent s'émerveiller, se reposer, trouver des moments agréables, des moments d'intensité de vie différentes, hein, des moments plus calmes, des moments plus intenses. Comment on produit tout ça avec l'architecture et c'est vraiment ça le sujet. C'était intéressant aussi de voir que la réhabilitation n'est pas cantonnée à de beaux bâtiments anciens. Aussi, on peut s'intéresser à la banalité justement. Oui, c'est vrai que c'est un parti pris, je ne l'ai pas spécifié, mais jusqu'à il y a peu, tout ce qui n'était pas qualitatif et qui nous emmerdait un petit peu en termes de trame, en termes de géométrie ou autre, on avait tendance à dire c'est pas qualitatif, donc on va le démolir. Et la donne écologique est de dire mais attendez, démolir, même si c'est quelque chose d'horrible, même si c'était horrible, c'est dommage parce que c'est une ressource qui est mise en place. Donc, que fait-on de ce qui est banal et même de ce qui est vraiment pas bien? Là, on n'était pas dans quelque chose de très problématique, mais on était dans du banal qui aurait pu, à un moment donné, on aurait très bien imaginé un maître d'ouvrage dire non, je vais tout démolir parce que ça ne m'arrange pas en termes de morphologie, profondeur ou autre. Et la prospection était... Enfin, je sais que parfois le mot expérimental peut effrayer, mais finalement, nous étions seuls, enfin, pas dans une prospection ni dans... Enfin, on était juste en train de réfléchir à ce que peut être l'architecture demain, pas dans 100 ans, juste avec les données que nous avons aujourd'hui, le Covid qu'on venait de vivre et une analyse à chaud, entre guillemets, de ce qu'on venait de découvrir, de toutes les conférences qui venaient d'avoir lieu sur la réduction et réduction des tailles des logements en France, etc., sans pour autant que ce soit devenu la norme constructive. Nous, on essayait de réfléchir à ce que demain allait devenir, alors que donc on pourrait voir ça utopiste de faire un T4 de 100 mètres carrés, alors qu'aujourd'hui, ils en font 70. Pour autant, c'est une façon d'anticiper demain et de nous former
qui semble plus en adéquation, plutôt que d'apprendre ce qui se fait aujourd'hui, qui sera désuet demain, on était en train de réfléchir à ce qui sera d'actualité plus tard. Voilà. Donc en fait, c'est de la prospection, mais en même temps, c'est un avenir très proche. Oui, c'est vrai, Sarah, vous pointez un sujet intéressant, c'est qu'on a beaucoup insisté sur qu'est-ce que c'est le logement de demain. Enfin, pour tous, hein, à partir de ces recherches que vous avez menées, de vos points de vue, de vos partis pris, parce que ce n'était pas du tout un dogme. Effectivement, on est dans un enseignement expérimental et ce qu'on cherche, c'est vraiment à développer ces univers prospectifs. Mais on n'est pas dans une utopie totale de doubler les surfaces ou autre. Alors, on n'avait pas tout le monde qui avait des logements aussi grands, mais la question était plutôt de se dire, on considère que les logements aujourd'hui sont trop petits, mais on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc, si on avait juste 10 mètres carrés de plus ajoutés ou 15 mètres carrés de plus ajoutés dans un logement, où mettrait-on cette surface pour faire un logement et plus qualitatif et plus flexible? C'est vraiment des questions de ce type-là à travailler pour vous et qui ont amené des réponses très variées, j'aimerais dire. Oui, et aussi, comme on était un peu tous enfermés dans nos petits appartements pendant le Covid, c'est vrai que je trouvais ça intéressant parce que justement, on était, on se disait qu'est-ce que nous, on aimerait actuellement, comment on aimerait travailler. Et c'est vrai que pour beaucoup, on n'avait pas forcément de chambre ou alors de bureau, etc. C'est vrai que dans les appartements qu'on avait proposés, on essayait tous de faire un coin travail ou un coin qui soit plus flexible, qui se transforme soit en chambre, soit en bureau si on a besoin de télétravailler. On a pour beaucoup aussi travaillé des espaces de coworking au niveau des logements ou même dans le bâtiment et se dire, par exemple, le matin, au lieu de rester dans notre appartement, dans la même pièce où on s'est endormi, on s'est réveillé, pourquoi pas juste descendre d'un étage et arriver dans un espace de coworking pour travailler. Et ça, je trouvais que c'était quand même intéressant puisqu'on était dans la problématique du Covid, tout ça, et on se posait nous-mêmes des questions, comment actuellement on aimerait travailler, comment on aimerait vivre. Et en fait, ça répond aussi à un peu la ville de demain, comment on voit par la suite nos attentes, etc. Et ça, je trouvais que c'était aussi assez intéressant de travailler en pleine pandémie comme ça. Ça posait des questions et ça nous faisait aussi essayer de répondre à ces questions et à ces problématiques. Bien. Peut-être pour conclure, si chacun pouvait dire 2 ou 3 mots différents, une phrase sur des choses qu'il a appris, des nouvelles méthodes ou des raisons pour lesquelles vous conseillerez cet enseignement à vos collègues qui doivent faire le choix incessamment sous peu, en mode de conclusion. Qu'est-ce qu'on en tire? Et alors, il y a ce qui m'a marqué, c'est la complémentarité entre apport théorique et apport constructif, et avec en même temps une réflexion autour d'objets complexes et de prospection pour qu'est-ce que c'est l'architecture demain et pour se rappeler un peu de pour qui est-ce qu'on construit, donc pour les gens. Et je pense que c'est ma petite conclusion. Et il y a aussi l'exploration graphique parce que finalement, on est tous partis avec des univers finalement pas très rigolos graphiquement. Et à la fin du semestre, il me semble que quand on regardait l'ensemble de la salle, il y avait vraiment chaque planche qui reflétait la personne, les personnes, les binômes qui les ont fait. Et je pense que c'est rare de pouvoir s'explorer graphiquement dans un cours de projet tout en ayant un réalisme et une technicité dans le dessin. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'était une des volontés aussi de vous faire explorer des univers graphiques. Donc, c'est bien si vous l'avez ressenti ainsi, Sarah. Des fois, on a des intentions au début et on n'arrive pas à tout faire au long du semestre. Merci. Ce qui m'a marqué, ce que je retiens un peu, c'est d'arriver et finalement de ne pas connaître, en fait, très concrètement au début, j'avais du mal un peu à savoir ce qu'on allait concrètement faire durant le semestre. Et je pense que je n'étais pas forcément le seul dans ce cas-là. Et donc, c'est un peu, c'est assez génial de partir de quelque chose, de notions dont on a entendu parler, mais on ne sait pas forcément comment faire, comment les aborder. Et puis finalement, avec un accompagnement aussi de qualité, parce qu'on a eu tout ce qu'il fallait en termes de données théoriques, de
d'enseignants, notamment étrangers, qui étaient venus à apporter tout un cadre de réflexion très, très qualitatif autour de notre processus. Bah, finalement, comment est-ce qu'on arrive à aborder cette notion-là de ville productive, de réversibilité, et comment en fait on arrive à le mener dans le projet et à la fin à être fier de ce travail-là. Parce que moi, franchement, je suis fier du travail que j'ai fait sur ce semestre. Voilà, c'est ce qui me marque en fait. Super, merci Aurèle. Contente que vous soyez fiers. Moi, je suis aussi très fière de tout votre travail et aussi de toute cette dynamique de travail qui s'est instaurée. C'était vraiment très précieux pour moi. Alors, du coup, j'enchaîne. Moi, si je devais dire 3 mots, je pense que parce que ce qui m'a particulièrement plu pendant ce semestre, c'était l'aspect complet de toute la formation. On a eu, donc c'est ce que disait Sarah, l'apport théorique, mais c'était surtout et pratique, mais aussi on traitait beaucoup de sujets différents. Déjà par le fait parce qu'on avait deux sites aux enjeux différents, donc chaque semaine on traitait beaucoup de sujets. Mais donc, on a traité des questions climatiques, on allait très loin dans le détail technique aussi. Enfin, j'ai rarement eu un projet aussi abouti niveau technicité et en même temps sans mettre de côté des concepts ou des volontés de départ. Donc, c'était vraiment l'aspect complet de la formation, je dirais. À la fois ambitieux dans le monde des idées et réaliste et abouti dans la réalisation même de l'architecture et de la matérialisation de cette architecture. Super, merci Johanna. Du coup, Floriane peut terminer. Voilà. Après, je suis aussi d'accord avec tout ce qui a été dit avant. C'est vrai que au final, on avait quand même un projet qui était assez abouti pour, je pense, la plupart de nous, avec chacun en fait un peu un concept qu'on avait dès le départ qui a été poussé jusqu'au bout pour chacun. Donc, même si on avait le même site, par exemple avec Aurèle, à la fin, on avait un projet qui était totalement différent, avec des concepts de base vachement différents. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant que les enseignants nous poussent jusqu'au bout sur nos projets. Et au final, c'est pour ça, je pense qu'on est aussi fiers de ce qu'on a fait et content d'avoir appris autant de choses parce qu'on reste sur notre idée de départ et on l'alimente de plein d'autres choses grâce justement à tous les apports qu'on a eus tout au long du semestre. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais bientôt arrêter l'enregistrement. C'est vrai qu'une édition passée ne présage pas de tout ce qui va se passer dans une édition future. Moi, je serais très, très contente d'avoir une équipe aussi investie et qu'on arrive à établir vraiment cette dynamique de travail commune. C'est vraiment très important, très précieux. Après, on aura des meilleures conditions parce que pas isolement Covid, des visites de sites réels avec des acteurs qui nous présentent aussi leurs problématiques. Donc, je pense qu'on a plein de choses nouvelles à apporter dans cette nouvelle édition. Et puis, donc, elle sera forcément différente, mais j'espère que on arrivera aussi loin, en tout cas, qu'avec vous.